ce dernier conseil municipal de l'année 2024. Bon, sur un ambition colossal, on va essayer de traiter efficacement. Alors, on va faire appel des présents. Les Clément, présent, Adjera. Présent. Bon, Jean Lucie qui va arriver à faire une Nadine Diago, Nadine Benvenuto, Christine Zavara, Christine Casillégois, Nadine Benvenuto, Anne Patel, Jean-Claude Delestre, Marie Pêtre, Jean-Louis Souguero, Florestia au centre pour voir Jean-Claude Delestre, Sandrine Carbonati pour voir Anne Gérard, Olivier Fissère pour voir Anne Clément, Nadia Maurice, Marc Descours, Angélique Auger, Lucas Lacoste des pouvoirs Olivier Goua, il va arriver un peu en retard, Nadège Denis pour voir Charles Pep, Dominique Chaublanc pour pouvoir Dominique Lafave, Thierry Brière pour voir Marc Descours, Dominique Lafave, Jean-Claude Tenossini, Daniel Lamien pour voir Monique Deveau, Xavier Santis, Laurent Godard pour voir Guillaume Bras, Cécile Frollet, elle va arriver, Damien Cugrenier pour voir Cécile Frollet, et enfin Guillaume Bras. Très bien. S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose de confier le secrétariat de la séance à Jean-Louis Souguero. Est-il des commentaires? Il y en a pas, c'est bon. Bien, donc nous allons démarrer, comme bien souvent, par des délibérations financières, donc des décisions modificatives qui sont des ajustements techniques. Donc, première délibération sur le budget principal de la décision modificative numéro 1, Olivier Goua. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc c'est très purement technique ce soir. Donc sur la section de fonctionnement, sur le budget principal, on a une provision nouvelle de 65 000 € au global, avec 7 500 € de remplacement du personnel du chapitre 011 et une provision de 57 500 €. Du coup, en recettes, on a les 65 000 € que l'on renvoie de travaux en régie sur les opérations. Ensuite, sur la section d'investissement, on a des mesures nouvelles pour 1 001 €. C'est les frais de OAMP. Marché public, voilà. Les marchés publics, on a moins 1 001 €, donc chapitre 21 sur l'ajustement du crédit. Et en 0,40, les travaux en régie, on va avoir 65 000 €. 65 000 €. Sur les recettes d'investissement, on retrouve les 65 000 € au chapitre 10 taxes d'aménagement. Je crois que c'en est tout pour cette décision modificative du budget principal. Voilà, donc c'est très technique. Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Claude Tenossini. Il va y avoir des explications sur les 65 000 justement qui sont pris en investissement pour le fonctionnement. C'est des travaux en régie qui font l'objet des travaux en régie, c'est des travaux faits par les services techniques et qui relèvent de l'investissement. Okay. Donc, on va trouver un investissement des fournitures, il peut y avoir à chaque fois, de relever tout ce que vous voulez. En fonctionnement, les dépenses de personnel et par une écriture d'ordre, c'est transféré à l'investissement. Puisque ça relève de l'investissement, puisque c'est. Voilà, ça permet de récupérer. Comment? À la base, les frais de personnel, c'est du fonctionnement, à la base. Alors, les transferts à l'investissement. Le temps passé par les services techniques pour faire, je ne sais pas quoi, ils refont un trottoir neuf à tel endroit, je dis n'importe quoi. Donc il y a du temps personnel, il y a des achats de bordures, de tout ce que l'on veut, et l'ensemble de ces dépenses sont transférées en investissement, puisque ça relève de l'investissement, et permettent de récupérer la télé. Oui. Bonsoir à tous. Oui, moi, c'est bon, on arrive à la fin de l'année 2024, là. On a mis au budget, effectivement, des sommes d'investissement quand même importantes, notamment pour la rénovation et la remise en état de l'église romane et de l'église Saint-Didier, et on ne voit pas les travaux. Donc, cet argent-là,
Finalement, il a été placé sur l'année 2024, donc je suppose qu'il va être reporté sur l'année 2025, mais pour autant, on a quand même bloqué une somme importante. Effectivement, mais comme on vient d'attribuer les marchés sur ce, et on avait fait un certain nombre d'études, le principe c'est d'inscrire la dépense dès lors qu'on engage les travaux. Donc on a le processus administratif, on a souhaité l'inscrire sur l'année 2024 et effectivement, les sommes que nous n'avons pas dépensées seront reportées sur l'année 2025, qui est un mécanisme tout à fait logique pour des travaux qui débutent et qui vont se dérouler sur l'année 2025. Non mais d'accord, on avait quand même toute l'année, là on arrive à terme de l'année et on se retrouve avec une somme d'argent qui a été toute l'année, pourquoi faire l'investissement. On a mis 20% du budget général à l'investissement sur 2024 et en fait on ne l'aura pas utilisé. Oui, mais Monique, on ne peut pas signer pour, je ne sais pas, 2 millions de marchés publics si les inscriptions budgétaires ne sont pas faites. D'accord. Donc aujourd'hui, ces marchés ont été signés, comme l'a dit Alain Gérin, depuis un mois ou un mois et demi. Il est logique que les sommes soient inscrites, même si elles ne sont pas à ce jour dépensées. Non, d'accord, mais, Oui. la démarche première, elle aurait pu être faite bien en amont. On arrive en fin d'année, on n'a rien dépensé sur cette rénovation, c'est ça. Alors, je sais qu'on reporte l'investissement d'une année à l'autre, mais c'est quand même dommage parce qu'on fait apparaître dans Dorette et moi, ça va se passer en 2024 en gros. Vous pouvez regarder, c'est Dorette et moi du mois d'avril, hein. Donc tout le monde peut l'avoir en main. Et en fait, on nous annonce effectivement 4 lignes. À la 4e ligne, on s'aperçoit effectivement que les travaux de remise en état de l'église romane, etc., c'est pas fait. Voilà. Donc effectivement, l'argent n'est pas perdu, et heureusement que l'argent n'est pas perdu. Mais pour autant, on aurait pu faire la démarche bien en amont pour pouvoir faire réaliser les travaux sur 2004, une partie des travaux, au moins le démarrage. Monique, il y a des procédures administratives qui peuvent si on allait démarrer au début de l'année, les procédures administratives. Mais Monique, j'ai l'impression que tu découvres Mais non, je découvre pas. Si on avait fait les procédures au mois d'avril, on aurait commencé les. Il y a un architecte qui a été désigné du patrimoine, je rappelle qu'on a désigné un projet qui nous a lâché en cours de route. On a dû refaire une consultation. Donc je veux dire ça, je veux dire, il y a des événements qu'on ne maîtrise pas. Si c'est le Il n'a pas besoin d'être majoritaire, Madame de Vos, ça a été. Non, je ne sais pas. Comment tu veux que je sache? Je crois que ça a été. J'apprends ici, moi. Mais non, il y a un comité de pilotage sur les églises, donc il y a des. On n'est pas les uns et les autres, nous les trois. Et le comité de pilotage, c'est. Jean-Claude Canosiné est bien la commission urbaine. Oui, elle a la commission urbaine. Et Daniel Manuel était à la commission Casari, donc c'est les éléments qui sont portés à la commission Casari. Je répète que sur l'année 2024, nous avons payé les études, nous avons été subventionnés pour les études, on a lancé le process de marché et que l'inscription des sommes, on ne l'a pas fait en début d'année au budget primitif, mais on l'a inscrit en budget supplémentaire, justement pour tenir compte du fait que nous allions attribuer les marchés en fin d'année. Donc on est dans le processus. Là, les entreprises. Un processus, certes, mais en retard par rapport à l'année 2024. On est en fin d'année, parce qu'on n'annonce pas aux gens il n'est pas après les travaux de remise en état. Il n'est absolument pas en retard, les travaux vont démarrer. Nous avons. On a fait le mois d'avril. Eh bien, et alors, l'attribution des marchés Non, a été c'est pas faite. l'attribution des marchés qui est indiquée. C'est la allez, on va pas débattre de ça pendant 2 heures. Le fonctionnement Les explications des sont données. marchés. Je vous propose de passer au vote sur cette décision modificative. Ça ne relève pas de la décision modificative. Y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées? Olivier Bois, décision modificative
sur voirie d'énergie renouvelable. Donc là aussi, ça. très technique. Avec en 01 un ajustement crédit du solde de contrat énergie donc pour 116 300 euros et la reprise en 02 du résultat pour 21 217 euros 41 sur les dépenses d'exploitation. Sur les recettes d'exploitation, la vente de produits fabriqués pour le montant de 116 300 euros, c'est le cas de raccordement pour les nouveaux abonnés. Et en dépenses d'investissement, nous avons en proposition nouvelle des immobilisations incorporelles pour 17 300 euros et une reprise de résultat, non c'est ça, c'est la reprise de résultat pour 17 335 euros 05. Et sur les recettes d'investissement, c'est un ajustement d'emprunt d'équilibre pour moins 98 148 euros 71 et la reprise du résultat de 98 148 euros 71. Donc c'est purement technique. Des questions? Il n'y en a pas, on passe au vote. Il y a des oppositions, des abstentions adoptées. Ressources humaines, Anne Gérin, modification du tableau des effectifs. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, la modification du tableau des effectifs est une délibération constante puisque nous ajustons en permanence nos besoins et nos effectifs. Donc il vous est proposé sur le pôle éducation périscolaire et jeunesse au service éducation. Donc là on fait une modification sur la création de 2 postes titulaires du cadre d'emploi des adjoints techniques à temps non complet 70%. C'est tout simplement parce que nous sommes dans un processus de recrutement des ATSEM et donc en fait on avait ouvert un cadre d'emploi qui n'était pas compatible avec les adjoints techniques ATSEM et donc en fait pour nous permettre d'avoir un plus large panel de candidatures, on ouvre au cadre d'emploi des adjoints techniques. Les recrutements sont en cours et le processus devrait aboutir avant la fin de l'année. Au niveau de la direction générale, il est proposé, dans le cadre des besoins de service, de créer un poste de titulaire au grade d'attaché principal à temps complet pour une personne qui est chargée de la communication interne entre tous les agents. Et dans le cadre du pôle d'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme au service bâtiment, là aussi, pour nous permettre de recruter, nous modifions la création du contrat de projet que nous avions déjà voté pour l'ouvrir aux catégories B à temps complet sur une durée de 3 ans. Donc, après avis favorable de la commission ressources et moyens, économie, intercommunalité, nouvelles technologies du 27 novembre 2024, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Des questions, des interventions? Oui, si j'ai bien compris, il y a donc création de 2 postes titulaires pour périscolaire et jeunesse, service éducation. ATSEM, c'est une ATSEM, puisque. la création de 2 postes. Donc, Oui, c'est l'objectif c'est d'avoir une ATSEM par classe. Ah, l'objectif c'est ça, une ATSEM par classe, ok. Pour la création du poste, ce qui me détonne un peu, c'est il est proposé la création d'un contrat de projet de catégorie B à temps complet pour une durée de 3 heures. C'est quoi l'objectif? Je rappelle qu'on a adopté déjà dans une précédente délibération la création d'un contrat de projet niveau A, ingénieur, pour renforcer le service bâtiment, pour qu'on puisse faire les églises dans les temps, pour qu'on puisse tout faire dans les temps. Donc c'est. Ce catégorie A, à ce jour, on a du mal à trouver quelqu'un. Donc, on propose de taper un peu plus bas, mais avec des gens qui peuvent avoir toutes les compétences qu'il faut, en catégorie B. Voilà, de façon à élargir le champ du recrutement, de façon à avoir quelqu'un. Aujourd'hui, on a besoin urgemment d'un renfort au service bâtiment, sinon, les projets vont avoir du mal à sortir. Non, mais excuse-moi, si je comprends bien, c'est qu'en mairie de Forêt, aujourd'hui, on n'a personne qui peut assurer la surveillance des travaux dans le cadre des travaux bâtiments. On a plus de personnes, on a un ingénieur
Mais ça ne suffit pas si demain, au-delà des églises, on veut engager des travaux dans les autres bâtiments. Et c'est depuis maintenant, je ne sais plus, 6 mois, 8 mois ou plus, on cherche à trouver d'autres personnes pour pouvoir assurer les services. Donc les services ne sont pas assez nombreux pour assurer le travail. C'est bien ça. Bah oui, Donc on cherche on à embauche recruter. quelqu'un pendant 3 ans pour surveiller les travaux que va faire la commune. Alors, c'est pas la surveillance des travaux, c'est la conduite de projet. Un contrat de projet. Arrête. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît, M. Benossini? Allez-y, Madame Jorin. Ben, j'aimerais bien. Voilà, on va vous donner les explications nécessaires pour ce contrat de projet est similaire au contrat de projet que nous avions lorsque nous avions la construction de l'école de Belle. À partir du moment où nous avons un certain nombre de projets importants, conséquents, Madame Devaux vient de dire que sur les églises, on n'allait pas assez vite. Donc, si on veut avoir des chantiers qui sont bien suivis, qui sont bien... Ah bon? Eh bien, Donc, on a besoin de personnel, c'est ça? Oui, excuse-moi, quand je dis le budget, aujourd'hui, la ville de Voreppe, son budget personnel représente 56% du budget. Oui, ce qui est la moyenne de notre On est les meilleurs du département. Absolument pas, monsieur Benossini, Alors, c'est une la prochaine contre-vérité ce que vous dites. Ouais, peut-être. Ah oui, oui. La Ouais, prochaine mais c'est fois, pas peut-être, c'est sûr. Ben moi, je ne vous crois pas du tout. Ah ben, Pour vous croire, vous m'enverrez la liste oui, des taux oui. de Ah, personnel. mais sans problème. Allez, Ah, mais la sans prochaine problème. réunion de conseil municipal, je l'attends. Ouais, ouais. Faut quand même pas pousser, non? Non, mais je vous. 56%. Oui, monsieur Benossini, je vous dis la même chose, il faut quand même pas pousser. Ouais. Je trouve que vous poussez un peu. C'est un peu démagogique, je trouve. Ouais, c'est. Donc j'aimerais bien qu'on en reste au débat sérieux et qu'on évite de la démagogie et des C'est pas la affirmations. démagogie, c'est un constat. Bien, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une opposition? Oui. Très bien. Des abstentions adoptées. C'est la délibération suivante, toujours à général et personnel, l'évolution du régime indemnitaire de la filière police municipale, qui est un régime spécifique qui est sorti. Alors, il vous est proposé à travers cette délibération, j'aimerais bien qu'on se concentre sur la délibération, une évolution du régime indemnitaire hors RIPSEP concernant notre filière de la police municipale et avec l'institution de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Vous savez qu'une partie de la rémunération de nos agents est constituée d'un régime indemnitaire. Les fonctionnaires territoriaux sont donc soumis au régime du RIPSEP. On en a validé un l'année dernière, ou même il y a 2 ans déjà. Et en fait, il y a une modification un décret qui est sorti le 26 juin 2024 qui est relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des gardes champêtres. Donc en fait, il est proposé que la filière police municipale n'étant pas intégrée au régime indemnitaire dit RIPSEP, les agents de cette filière bénéficient donc d'un régime spécifique. Le décret doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2025. Donc il est proposé une indemnité spéciale de fonction et d'engagement qui s'appelle une ISFE et qui est constituée d'une part fixe et d'une part variable. Cette ISFE est exclusive de toute autre prime et indemnité qui sont liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception des indemnités horaires ou travaux supplémentaires qui sont attribuées dans les conditions qui sont fixées par un décret du 14 janvier 2002, des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, ainsi que les astreintes et les dépassements réguliers du cycle de travail tel que défini dans le cadre d'un décret qui date du 12 juillet 2001. Donc, en seront bénéficiaires de cette indemnité les agents titulaires, stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel et qui relèvent du cadre d'emploi des chefs de service municipal ou agents de police municipale.
Il y aura une part fixe qui est composée qui est versée mensuellement, qui est calculée en appliquant un taux individuel au montant mensuel du traitement indiciaire qui est soumis à retenue pour pension par le fonctionnaire concerné. Le taux maximal pour les catégories B et C de la filière police est fixé à 32% pour le cadre d'emploi des chefs de service et à 30% pour le cadre d'emploi des agents de police municipale. Ces taux sont des taux maximum. La collectivité attribuera donc en fonction du niveau de responsabilité exercé au sein de la police municipale à Voreppe, du positionnement dans l'organigramme en référence au montant des primes versées aux agents de la ville sur des missions comparables auxquelles nous faisons une majoration de 100 €. Cette majoration de 100 € correspondant à la spécificité de ces agents municipaux, notamment dans le cadre de leur exposition auprès de la population et aussi du fait qu'ils sont aussi porteurs d'armes. Ainsi, pour le cadre d'emploi des agents de police municipale, le taux sera compris entre 15 et 28%, et pour le chef de service de la police municipale, le taux sera compris entre 21 et 32%. Cette ISFE sera versée à un rythme mensuel, qui sera modulé bien sûr en fonction du temps de travail de l'agence, qui peut devenir à temps partiel ou à temps non complet. Et en vertu du principe de parité de la fonction publique d'État, celui des collectivités territoriales, le versement du régime indemnitaire sera suspendu en cas de congé de longue maladie ou longue durée et de grave maladie. De plus, en cas de congé de maladie ordinaire, l'ISFE sera supprimé pour 50% à compter du 16e jour d'arrêt sur 12 mois glissants. Comme prévu par la loi, l'agent en congé pour maladie ordinaire placé rétroactivement en congé de longue maladie ou congé de longue durée conserve ses primes d'ores et déjà versées pendant le congé pour maladie ordinaire. L'agent percevra son régime indemnitaire intégralement dans le cas suivant: temps partiel thérapeutique, accident de service, congé annuel, récupération de temps de travail, compte épargne temps, autorisation spéciale d'absence, congé maternité, formation. Concernant la part variable de nos agents de police municipale, il se compose, à l'instar de ce qui se passe sur l'ensemble de la collectivité. Il y a des critères qui sont définis par la collectivité et le plafond de versement annuel est de 7 000 € pour les chefs de service de police municipale, 5 000 pour le cadre d'emploi des agents de la police municipale. Et donc, pour la ville de Voreppe, il est proposé de fixer un plafond annuel de 517 € et 4 centimes qui est annexé à la valeur du point d'indice en lien avec la manière de servir, l'atteinte des objectifs à partir d'une évaluation. Pour la fonction de responsable de service, ce montant maximal sera versé mensuellement. Ce montant sera de 258,58 € pour les agents qui font fonction de policiers municipaux. On aura également la prime de 100 € pour l'ensemble des agents du service au regard de l'éventuel caractère exceptionnel de l'année et un montant maximum de 1 740 € par an au titre d'une année civile en lien avec l'engagement et la valeur professionnelle lors de l'absence de collègues ou de postes vacants ayant particulièrement mobilisé l'agent. Donc ça correspond à notre CIA renfort temporaire pour les autres agents communaux, soit un plafond annuel de 2 357,04 € pour le poste de responsable de service et 2 098,58 € pour les policiers municipaux. Cette nouvelle ISFE sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. Et après avis favorable de la commission ressources, moyens, économie, intercommunalité, nouvelles technologies du 27 novembre 2024, nous demandons au conseil municipal d'approuver la mise en place de ce nouveau régime pour nos policiers municipaux. Y a-t-il des questions ou des interventions?
Il n'y en a pas. Je propose de passer au vote. Et qu'il y ait des oppositions, des abstentions, adopté. Agenda du jour sur le rapport social unique. Alors, on va vous dire un petit peu ce que c'est que le rapport social unique. Donc, c'est quelque chose qui existait avant sous la forme du bilan social. Ça fait 2 ans qu'on est passé au rapport social unique. On avait évoqué lors d'un conseil municipal ou d'une commission de pouvoir échanger sur ces éléments. Donc, ce rapport social unique a été présenté au comité social territorial du, je ne sais plus la date, mais du dernier de novembre, voilà. 21 novembre, voilà. Donc, les membres du comité social territorial ont pris acte de l'information et la présentation des questions a été posée notamment sur des notions juridiques de statut de disponibilité d'office, de situation d'éligibilité à la maladie ordinaire. Les échanges ont permis notamment de mieux expliciter le compte épargne-temps et les situations lors desquelles les agents soldent leurs jours avant un départ en retraite, ce qui peut générer une absence avant le départ et nécessite notamment beaucoup d'anticipation pour le recrutement. Donc je vous propose que ça permet de voir effectivement la part contributive importante des agents de la collectivité au bon fonctionnement de la mairie et de l'ensemble des actions que nous portons auprès de nos concitoyens de Morette. Vous dire, donc le bilan social est un bilan social qui s'adresse sur l'année 2023. Au 31/12/2023, nous avions 140 personnels fonctionnaires, 50 agents contractuels permanents ou non permanents, dont 2 en contrat à durée indéterminée. Pour 64% de notre personnel est un personnel féminin et pour les fonctionnaires, et c'était quasiment équivalent aussi pour les contractuels. Le temps partiel est essentiellement porté par des femmes, puisque nous avons 6 femmes qui sont entre 80 et 90% du temps partiel, et nous avons 13 femmes qui sont en temps non complet, 7 hommes en temps non complet pour les fonctionnaires. Vous avez les chiffres également, non c'est les mêmes, c'est les mêmes. Un élément intéressant aussi, c'est au-delà de la répartition de nos agents par âge et par sexe, une vision de notre pyramide des âges, où nous voyons que nous avons quand même une population qui est sur la frange entre 45 et 64 ans, qui est quand même importante. Voilà, on a quand même des moins de 20 ans, mais qui sont très peu. On a un personnel qui est réparti, qui est souvent là depuis assez longtemps, avec un effectif contractuel. Alors, sur les contractuels, on peut avancer, non, sur les contractuels, donc, nous avons 26 agents, 17 femmes, 9 hommes, 4 en catégorie A, 11 en catégorie B, 11 en catégorie C. 9 qui sont affectés à des remplacements, et on a 15 postes vacants et 2 CDI. En moyenne, 17 agents ont moins de 3 ans de présence. Bon, ils ne sont pas moins de 3 ans, mais pas beaucoup. 4 agents qui sont là depuis 3 et 5 ans sur des postes vacants. Et depuis plus de 6 ans, 5 agents, 2 en CDI en 2023 et 3 postes vacants qui ont été depuis CDIsés en 2024. Vous dire également que sur les agents de la commune, nous avons une partie, on a des agents qui sont mis à disposition, notamment auprès du CCAS, 2 agents de catégorie A à temps complet, un agent de catégorie B à temps non complet à 80%, un agent de catégorie C à temps non complet à 60%, et on a également un agent de catégorie C qui est mis à disposition auprès du délégataire du service public, qui
l'IFAC qui encadre de la gestion des temps périscolaires. Un petit focus sur l'absentéisme. Là, vous avez le nombre d'agents qui ont été touchés. Donc, vous voyez que ce qui est le plus impactant, c'est effectivement la maladie ordinaire. Les gens, de toute façon, peuvent être malades. Et si on reprend après sur l'absentéisme le nombre de jours, ça représente effectivement un peu plus de 3500 jours d'absence pour la maladie ordinaire sur une centaine d'agents. Le différentiel entre contractuels, hommes-femmes, etc., n'est peut-être pas très pertinent, mais c'est ce qu'on nous demande dans le cadre du bilan social. Et en lien effectivement avec notre pyramide des âges, je pense notamment à tous ces agents qui sont dans les métiers en contact avec les enfants, en contact dans le scolaire, mais ce sont eux effectivement qui sont souvent le plus exposés et sur lesquels les jours d'arrêt maladie sont les plus importants, avec aussi un peu le vieillissement de notre population active sur la commune qui se traduit également sur ces arrêts maladie. Vous dire en matière de rémunération que nos agents sont rémunérés au titre effectivement de leur traitement de base et de leur indemnité RIFSEP, mais que par ailleurs des heures supplémentaires et complémentaires sont versées au titre des remplacements ou des renforts, des astreintes dans le cadre du délègement ou d'interventions lourdes, des interventions aussi de l'unité logistique les week-ends et jours fériés, ainsi que l'encadrement des manifestations par la police municipale qui sont rémunérées sous forme d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires. Au 31/12/2023, 374 jours de formation ont été dispensés hors le CPF, le congé personnel de formation. Donc vous avez un petit peu l'évolution. On avait eu une très très forte montée en 2015, puisqu'en fait on avait dû revoir toutes les habilitations, notamment électriques, et puis donc ça avait concerné beaucoup de monde. On est revenu à des jours de formation équivalents. Sur 115 agents sont partis en formation, donc certains sont partis plusieurs fois. 16 en catégorie A, 32 en catégorie B et 67 en catégorie C, ce qui représente un coût de formation auprès du CNFPT à hauteur de 41 871 €. Pour autant, le CNFPT, donc, qui est le Centre national de formation de la fonction publique territoriale, ne couvre pas l'ensemble de nos besoins de formation, et donc nous avons recours à un certain nombre d'autres organismes pour assurer les formations de nos agents. Sur les comptes épargne-temps, aujourd'hui, on a 117 jours épargnés par 21 agents. Donc, c'est en moyenne, les agents épargnent 5,57 jours sur. C'est le cumul, c'est le montant cumulé. Et donc, on a eu 5,57 et puis on a eu 2 ou 3 cas particuliers où les agents ont posé entre 11 et 12 jours. Et en 2023, 9 nouveaux comptes épargne-temps ont été ouverts. Vous avez la répartition des agents. Voilà, il y a 29 agents qui ont moins de 10 jours, et puis vous avez effectivement 6 agents qui cumulent entre 60 et 70 jours. Voilà, c'est
vision un peu synthétique. Le rapport social unique qui est quand même quelque chose d'assez imbuvable. Voilà, tous les documents sont explosés, mais en vrai, c'est quand même assez compliqué à décortiquer. Bien, merci. Cécile. Bon, alors, vous savez que ce sujet... Ah, c'est bon. Vous savez que ce sujet me tient à cœur. C'est la première fois que j'ai demandé qu'on ait ces infos, donc c'est la première fois qu'on les voit, en tout cas moi, donc je suis super contente, c'est chouette. Première fois que vous J'ai plusieurs questions, mais je ne pense pas qu'on pourra avoir ces questions ici. Et je me demande si ce serait quand même pas pertinent qu'on ait un focus un peu spécial pour les élus là-dessus. Parce que pour moi, tout ça, ça pose beaucoup de questions. Et ma question principale serait autour de, ok, on fait un bilan social, on observe des choses, mais qu'est-ce qu'on met en œuvre? Enfin, typiquement, alors je suis sûre que, effectivement, dans la fonction publique, c'est un petit peu plus contraint, mais la pyramide des âges telle qu'on l'a, c'est extrêmement dangereux pour une organisation, en fait, parce que ça veut dire qu'à un moment, on va faire la passation de compétences, est-ce qu'on l'a anticipé, comment on va le faire? Donc, bref, moi j'ai un milliard de questions RH sur ce genre de présentation, j'aimerais bien qu'on en discute dans une session un peu plus appropriée et pertinente que le conseil municipal. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la publication de ces informations. On en a déjà discuté dans le conseil municipal, vous m'avez déjà dit ok, mais on est censé les publier sur le site internet. Ces informations, c'est censé être public, et je ne pense toujours pas qu'elles sont sur le site internet. Alors, je la cache. Comme beaucoup de choses sur le site internet. Le document qui est, c'est le document de synthèse, qui est synthèse dans le document, c'est celui-ci. C'est le document édité, enfin, que réalise le centre de gestion à partir de l'ensemble des données brutes sort de notre informatique, et c'est celui-là qui est le document officiel. Bah, du coup, vous m'enverrez bien parce que je ne l'ai pas trouvé là, je viens de regarder. Et là, il est dans l'exclu. Non, mais je ne parle pas de l'exclu, non, je parle du site web. Accessible à tous les citoyens. Et du coup, je ne sais pas si vous avez déjà discuté des actions à la suite de ça, mais pour moi, je comprends que c'est compliqué, c'est plein de chiffres, mais des chiffres sans une action derrière, ça ne sert à rien, et c'est pour ça qu'on fait faire des chiffres. Oui, donc effectivement, là on a une photographie à l'instant T. On a des constats, on a des éléments. Dans le cadre du dialogue social qui est conduit avec l'ensemble des représentants du personnel, c'est des sujets que nous abordons de façon régulière, notamment sur la prise en compte de la formation, des actions aussi correctives pour lutter contre l'absentéisme. On a eu un beau travail qui a été fait, notamment pour prévenir tous les troubles musculo-squelettiques, notamment les personnels de la crèche, les personnels du Charminel, les personnels aussi qui interviennent dans le temps méridien ou à la restauration scolaire. Donc, tous ces éléments sont pris en compte. On adapte aussi beaucoup les postes pour tenir compte des pathologies qui peuvent être présentées par les agents. On travaille de façon, on va mettre en œuvre là, en lien avec un cabinet, une étude sur les risques psychosociaux au sein de la collectivité. Ce sont des éléments, effectivement, ça c'est des chiffres bruts. Après, il y a tout le travail qui est fait de façon constante et régulière, à la fois, je dirais, par le directeur général des services, les directeurs de pôle, les chefs de service, la sensibilisation. Ils sont tous passés sur une formation à la gestion du stress. On a, oui, des agents de prévention aussi qui tournent de façon régulière et qui sont volontaires pour assurer ces missions de prévention. Voilà. Et puis, on a tous ces éléments aussi dans le recrutement. Après, la pyramide des âges, c'est un fait, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un des problèmes que nous avons en France, c'est la sous-employabilité de ce qu'on appelle les seniors. Donc, il ne faut pas non plus avoir une vision un peu trop
stéréotypé au-delà d'un certain âge, on n'est plus en capacité d'assurer des missions. Ce n'est pas vrai, c'est des gens qui ont des compétences, c'est des compétences effectivement qu'il faut qu'ils puissent transmettre à d'autres agents. On encourage aussi la mobilité fonctionnelle dans la collectivité, puisque lorsque les postes sont ouverts, on les ouvre de façon large et en fonction on a nos jurys de recrutement, nos entretiens pour permettre de l'évolution. Et vous le voyez de façon régulière que on crée des postes, on modifie des postes, nos agents bougent. Et c'est comme ça qu'une collectivité, avec une masse salariale qui effectivement est là, qui reflète le nombre d'agents qui sont au service de la population. Cécile. J'ai juste été obligée de rectifier un truc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La pyramide des âges, c'est un sujet hyper important, l'équilibre entre différentes générations dans une entreprise. Pour notamment un sujet que j'ai cité, après on pourra parler plein d'autres sujets si vous voulez qu'on fasse j'aimerais bien qu'on fasse une réunion séparée là-dessus, mais c'est la transmission des compétences. Quand vous avez la moitié de la collectivité qui va partir à la retraite en même temps, vous allez avoir un problème. C'est un point. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu qu'effectivement, les personnes qui étaient en maladie, on va dire un petit peu courantes, comme ça que ça nous a été dit, c'était ordinaire, voilà. C'était des personnes qui étaient peut-être qui étaient les plus exposées, notamment peut-être dans les écoles. Moi, j'aurais bien aimé savoir ça, justement, parce que c'est très important de savoir si réellement c'est du personnel qui est exposé, crèche avec les rhumes des enfants, école avec tout ce qui peut se passer dans une classe, ou si c'est d'autres personnels. Parce que là, on nous a bien fait comprendre que c'était du personnel qui pouvait être davantage exposé. Donc, mais c'était pas, on l'a pas vu ni sur l'écrit, ni sur un diagramme. Je l'ai entendu à l'oral, c'est tout. Et donc, est-ce que c'est une certitude? Je ne sais pas. Parce que moi, je pense que ces gens-là, au contraire, en général, ils savent qu'ils ont un service face à des enfants, et que s'ils sont pas là, c'est problématique pour les autres, pour les enfants à garder, et je ne pense pas que ce soit réellement ceux-là qui soient le plus absents. Je n'ai pas compris ceux-là qui quoi sont plus absents de la crèche. Après, il y a des personnes plus exposées. Quand vous êtes à la crèche dans les écoles, vous avez plus de chances de choper un rhume ou Covid ou je ne sais pas quoi, que quand vous êtes dans un bureau plus clair. Donc, il y a des personnes à ce titre qui sont plus exposées. Parce qu'il y a encore plus de gens. C'est pas forcément ceux qui sont le plus exposés qui peuvent attraper le rhume, comme tu dis, ou autre chose, qui seront absents. Parce que eux, en face, ils ont un public. Ils ont des enfants. C'est bien connu que le personnel de la crèche, s'il est malade, dans l'autre sens, il peut contaminer des enfants. Donc il y a aussi les enfants sont malades en même temps, il ne va pas contaminer grand monde. En général, c'est comme ça que ça se passe, même dans les salles de classe. C'est pour ça que ça m'étonne qu'on puisse dire ça, parce que c'est des personnes. C'est la réalité. Moi, je ne peux pas. On ne va pas aller dans les constats du service des ressources humaines sur la maladie ordinaire. Après, c'est pas du tout un reproche, c'est factuel, c'est de dire qu'effectivement, en plus, c'est souvent aussi les services où on a le plus de personnel. À la crèche, on a plus de personnel que au service de la DG, donc forcément, le taux d'absentéisme sur la maladie ordinaire, il va être plus important. Après, il faut être clair, en matière d'absentéisme, on a aujourd'hui à être extrêmement vigilant sur la maladie. Moi, je préfère avoir un agent qui s'arrête 4, 5 ou 6 jours et qui revient en pleine forme, plutôt qu'un agent qui ne s'arrête pas, qui laisse traîner et pour lequel après on a une accumulation de problèmes. Donc c'est clair, c'est comme les congés. Les consignes sont données, on prend ses jours de RTT, on prend ses congés parce que le temps de repos, ça fait partie du temps de travail. On ne peut pas avoir un équilibre
une efficacité dans son travail si on n'est pas reposé. Donc les congés, les RTT doivent être posés. Bien, ça ne donne pas lieu à une délibération, mais c'est donc une information, dont acte. La parole est à Christine Carrara sur le plan pluriannuel d'investissement sur les ouvrages d'art, donc la passerelle de Roise, celle du pas, la validation de l'avant-projet. Bonsoir. Donc après le renouvellement de la passerelle du haut et de la pouponnière, il est nécessaire donc de rénover celle du bas. Alors, j'informe le conseil municipal que la commune de Borève est engagée dans le plan local des déplacements, PLD. Dans ce cadre, et suite au diagnostic des ouvrages d'art réalisé en 2018, la commune a décidé d'engager le renouvellement de la passerelle de Roise, reliant la voie verte de Roise aux rues du Port et des Tilleuls. Par délibération en date du 30 mai 2024, le conseil municipal a validé le programme et l'enveloppe financière de l'opération. Suite à l'approbation de ce programme, les études de maîtrise d'œuvre sont arrivées à la phase de l'avant-projet. L'étude qui a été remise permet d'appréhender l'estimation définitive et de préciser les solutions techniques à adopter, à savoir, alors ça va être un peu long, la déviation préalable des réseaux par les concessionnaires, Fibre et Pays Voironnais, la mise en place des installations de chantier et de l'itinéraire de déviation, le nettoyage des sommiers et renforts provisoires local IPE 600, le vérinage de la passerelle et calage provisoire, le montage de l'échafaudage et encapsulage de la structure, la dépose des garde-corps, la dépose du patelage, entretoise d'extrémité après mise en place d'entretoise provisoire, le sablage de la structure, le renforcement des semelles des poutres au droit des appuis et création de gouttes d'eau, la remise en peinture de la structure, la pose des nouvelles entretoises d'extrémité, le changement des appareils d'appui avec reconstruction des bossages, la mise en place de la passerelle sur les appuis neufs, la pose du nouveau attelage, pose des garde-corps neufs, le système de gestion des eaux au niveau des culées, le démontage de l'échafaudage et repli des installations de chantier et remise en état. En vertu du Code de la commande publique relative à la maîtrise d'œuvre publique, il convient de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux sur lesquels s'engage le maître d'œuvre. L'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et de l'opération est la suivante. Le coût définitif des travaux sur lesquels le maître d'œuvre s'engage au regard des éléments d'étude est d'un montant de 146 170 € hors taxe. Le forfait de rémunération du maître d'œuvre est de 22 000 € hors taxe. Les frais annexes, 1 740 € hors taxe. Total de l'opération, 169 910 € hors taxe, soit un total de 203 892 000 € TTC. À cela, j'ajoute, et c'est important, en option, il sera demandé aux entreprises de faire une offre pour le réemploi des garde-corps existants, ce qui générerait un surcoût estimé à 3 900 € hors taxe, soit un coût total de 4 680 € TTC. Après avis favorable de la Commission Transition écologique, aménagement de l'espace public, urbanisme, cadre de guide et mobilité du 25 novembre 2024, il est proposé au Conseil municipal de valider l'avant-projet présenté, l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et de rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre, d'inscrire les sommes nécessaires à la réalisation du projet au budget de la commune
et d'autoriser Monsieur le maire ou en cas d'empêchement, moi-même, à signer les actes et faire tout ce qui doit être fait pour la mise en œuvre de la présente délibération. Des questions, des interventions? Oui, au revoir. Hop, rapide. Merci. C'est juste pour savoir du coup de quand à quand ça va s'établir les travaux. Parce que du coup, j'imagine qu'elle sera fermée pendant qu'il n'y aura ni plage ni garde de bord. C'est prévu pour 8 mois de travaux. 8 mois. Et ça démarre? On lance les appels. En 2025? Oui, Pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Et puis des oppositions, des abstentions adoptées. La parole à Charles Pett sur les tarifs d'occupation du domaine public. Alors, je vous rappelle que la commune a mis en œuvre la tarification du domaine public par délibération du 23 mars 2017 et complétée par la délibération du 29 octobre 2020. Le conseil municipal a instauré la redevance d'occupation du domaine public et en a fixé les tarifs ainsi que les tarifs des droits de classe. Ces derniers ont été actualisés par délibération du conseil municipal du 12 octobre 2023. Aujourd'hui, il est proposé de revaloriser de 5% les tarifs de ces occupations et de créer des nouveaux tarifs pour l'installation des cirques. Qui concerne l'installation d'un cirque, donc de 1 à 100 places, 252 € par jour, de 101 à 300 places, 443 € par jour, et à partir de 301 places, 825 € par jour. Je vous rappelle quelles sont les exonérations. Donc, il s'agit des occupations relatives à l'exécution de travaux ou de la présence d'ouvrages intéressants en service public qui bénéficient gratuitement à tous. Les occupations ou l'utilisation contribuant directement à assurer la conservation du domaine public et ses dépendances. Les occupations ou utilisations sollicitées dont les activités sont désintéressées et concourent à la satisfaction d'intérêt général, type animation de vie locale, habitat de quartier, etc. Les équipements d'intérêt collectif, type cendrier mobile, équipement, mobilité d'accessibilité. Et dernièrement, donc, les 2 premiers mètres carrés d'occupation. Le non-respect de la réglementation et des obligations applicables à l'occupation du domaine public entraîne un retrait immédiat d'autorisation. L'occupation dont l'arrêt aura été effectué à la demande de la ville en application de la réglementation ne sera passible que de droit proportionnel au temps pendant lequel elle sera restée en place. Le permissionnaire est responsable des dégâts ou dégradations de toute nature causés aux ouvrages existants pendant la période d'occupation. Ces éléments et occupations du domaine public sont établis à titre déclaratif par l'occupant du domaine public et ou constatés par un agent assermenté. La tarification sera applicable à compter du 1er janvier 2025. Après avis favorable de la commission écologique et aménagement de l'espace public et celle de la commission ressources humaines et moyens du 27 novembre, donc il vous est proposé d'autoriser la mise en application et la création des tarifs indiqués à compter du 1er janvier 2025. Bien, y a-t-il des interventions? Madame Santis? Donc on voulait juste faire remarquer que cette décision, année après année, est toujours prise avant la réunion des instances de concertation concernées, notamment celle du marché forain. Donc on trouve que c'est quand même un manque de respect par rapport à l'instance de concertation qui est concernée par ça. Parce qu'à chaque fois, il faut les représentants des commerçants non sédentaires, et c'est pas très simple, notamment du syndicat, c'est pas forcément des gens du marché, mais les syndicats, les syndicats, c'est très compliqué pour fixer des règles. J'entends ce que vous dites là. C'est vrai. Bon, d'autres interventions, je vous propose de passer au vote, et puis des oppositions, des abstentions adoptées. Donc je vais vous rapporter la place médiane du CERF et la concertation sur les zones d'accélération des énergies
renouvelables. Alors, je vous rappelle que la loi du 10 mars 2024, dite APER, accélération de la production d'énergie renouvelable, vise à accélérer et simplifier les projets d'implantation de producteurs d'énergie et à répondre à l'enjeu d'acceptabilité locale. L'article 15 demande aux communes de définir par délibération du conseil municipal, après concertation des modalités qu'elles déterminent librement, des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable implantés, dites zones d'accélération. Pour les porteurs de projets, ça donne un signal clair, les incitant à implanter leurs projets dans ces zones, dans la mesure où un projet situé dans ces zones a déjà fait l'objet d'une première concertation et qu'il pourra également bénéficier d'avantages financiers. Ces zones d'intensification peuvent concerner toutes les énergies renouvelables. Elles sont définies pour chaque catégorie de sources et de types d'implantation de production d'énergie renouvelable en tenant compte de la nécessaire diversification de celle-ci, les potentiels du territoire concerné et de la puissance énergétique déjà installée. Ces zones d'accélération ne sont pas des zones exclusives, des projets pourraient être autorisés en dehors, à contrario, ne fichent pas des secteurs en attendant d'éventuels vendeurs de projets. Le choix qui a été fait en termes de concertation, c'était sur du 4-30 novembre, inclus tous les éléments nécessaires cartographiques et autres ont été mis sur le site internet de la ville et a permis à tous ceux qui ont souhaité s'exprimer. On a eu 13 personnes qui ont formulé des observations sur le projet au travers du formulaire qui était disponible. Les principales attentes et préoccupations des personnes qui se sont exprimées dans le cadre de la concertation portent sur l'objet de la consultation et un ressenti favorable au développement des énergies renouvelables sur la commune, tel que détaillé au bilan de concertation, donc les joints que vous avez eu intégralement. Il convient de préciser que suite aux observations formulées dans le cadre de la concertation, les proposés au conseil municipal dépendent de périmètre des zones d'intensification de production d'électricité, d'énergie solaire photovoltaïque sur ombrière sur le parking de la gare. Je rappelle enfin qu'élaborer le projet ne peut se faire sans susciter les attentes, mais aussi les inquiétudes. Aussi, le projet qui est proposé au du conseil municipal au regard du bilan de concertation relève d'une recherche d'équilibre entre le nécessaire développement des énergies renouvelables, notamment pour le territoire, et les enjeux de préservation du cadre de vie des forêts. L'arrêt du projet qui vous est proposé ce soir est une première étape de la procédure. Ces zones d'intensification seront transmises au préfet, au référent préfectoral aux énergies renouvelables, à l'établissement public du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, au pays Voironnais, qui chacun, pour ce qui les concerne, vérifiera sa compatibilité avec le projet de territoire et s'assureront que les objectifs régionaux fixés par l'État sont bien atteints. Je précise de plus que le PLU, en vigueur, permet déjà la mise en œuvre de dispositifs d'énergie renouvelable. La validation du projet par l'État permettra dans un second temps de travailler plus finement cette thématique dans le PLU pour favoriser le développement des énergies renouvelables dans ces zones. Et le cas échéant, interdire ou de restreindre ce type de dispositif au regard des enjeux locaux hors zone d'intensification. Je précise qu'aucune identification de zone n'a été proposée dans le périmètre du parc naturel régional de Chartreuse, que la commune a défini des zones d'intensification dans les aires protégées, zones naturelles d'intérêt écologique, politique, floristique, les IF, les Balles et du port de l'Isère, secteur déjà urbanisé de Centrale, Ilkenbourg et des Balles, et le domaine autoroutier pour les énergies renouvelables suivantes. Énergie solaire photovoltaïque sur toiture, énergie solaire photovoltaïque sur ombrière, hydroélectricité, biogaz, méthanisation. Les demandes d'avis correspondants ont été effectuées 3, 15 et 21 octobre 2024 auprès des gestionnaires des aires protégées compétents qui n'ont pas rendu l'avis dans les délais impartis. Compte tenu de ces éléments, je vous propose que ces zones d'intensification proposées à la concertation sont les suivantes. Pour le solaire thermique, surface d'1 hectare, c'est le projet municipal, sur le réseau de chauffage. Pour le photovoltaïque sur bâtiment, des surfaces potentielles de 573 hectares. Alors là, on parle de secteur important, on n'est pas sur les maisons individuelles, chacun peut mettre 10-15 panneaux, on est vraiment sur les espaces suffisamment visibles. Pour le solaire photovoltaïque sur ombrière, 323 hectares. Pour la méthanisation, donc ça c'est
c'est la station d'épuration, 0,7 hectares. Pour l'hydroélectricité, 70 hectares. Alors, je rappelle que on remet sur la table le projet de barrage sur l'Isère qui était prévu il y a 30 ans en arrière, qui devait suivre celui de Saint-Hédal, qui était prévu entre Borel et Saint-Quentin. On le repropose, est-ce que c'est quelque chose d'intelligent à voir? Et pour la chaleur bois énergie, 103 hectares. Donc, toutes ces cartes ont été bien évidemment annexées. Donc, je vous propose d'approuver le bilan de la concertation, d'identifier toutes les zones telles qu'elles ont été présentées, de transmettre à toutes les personnes que je vous ai indiquées ces documents. Simplement pour compléter, je veux dire que ça date début de 2023. Premier temps, vous avez dit fin 2023, pour absolument que ça soit fait. Aucune commune, collectivité n'a ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens de le faire dans ce délai-là. Donc l'État a repoussé les délais. L'État nous a assistés parce qu'il a aidé à produire les cartes. Donc, la carte sur laquelle on puisse s'appuyer pour faire les propositions. Bon, à ce jour, dans le pays montréal, on va être 5-6 communes sur 32 à avoir délibéré là-dessus. Bon, je pense que c'est un exercice qu'il fallait faire, qu'il faut faire, mais bon, je pense qu'il ne fallait pas non plus y consacrer une énergie colossale en soulevant des montagnes pour sortir quelque chose qui est important, intéressant, qui, on verra dans l'avenir comment ça se traduit, comme je l'ai dit, éventuellement, une fois que l'État aura tout digéré ça, comment ça peut se traduire réglementairement prévu, ça reviendra, je ne sais pas. Et puis les interventions, Madame Santos. Donc le projet présenté est quasi identique à celui qui avait été discuté dans les différentes instances municipales, à l'exception du rajout du parking de la gare dans les zones identifiées. Cette question a été posée lors de la concertation, et d'ailleurs je remercie les Beaurépins qui se sont penchés sur ce dossier et qui ont posé des questions. Des questions qui mentionnaient par ailleurs le parking de l'Arcade, le Super U, les petits jardins, sur les zones éco du quartier de Pointe-Gaudière, etc. La réponse à ces questions mentionnait toujours le cadre de vie, les zones d'habitat, la protection du patrimoine, la qualité paysagère. Donc c'était non pour toutes ces raisons, sauf pour la gare. Pourtant, le quartier gare est un quartier d'habitation avec en front l'implantation récente d'une 60aine de logements. Donc les habitants de ce quartier ne méritent pas d'avoir un environnement qualitatif. À moins de faire le choix d'ombrières très design et donc très chères, tout le monde visualise très bien ces couvertures métalliques en bande sur les parkings dans les zones économiques, autoroutières et autres. C'est loin de participer à l'intégration paysagère dans un milieu urbain. Vous parlez beaucoup dans vos réponses à la concertation de cohérence, d'équilibre, du cadre de vie. Donc pourquoi cette analyse est valable pour tous les autres quartiers urbains de la commune et pas sur le quartier d'habitation de la gare? Vous dites que ces propositions d'implantation n'obligent pas à mettre en place ce type de dispositif. Personnellement, je considère que lorsque c'est écrit et voté, c'est plus compliqué de le supprimer qu'à l'inverse, de faire des rajouts qu'aujourd'hui on n'aurait pas identifiés. Et ce, d'autant que le parking de la gare est géré par le SMAG et non par la commune, et donc il n'y a plus d'incertitude, ce qui peut nous être imposé ou pas sur ce secteur, une fois que ce parking sera inscrit. Ne pas inscrire le parking de la gare dans le zonage ne met absolument pas en péril le nécessaire développement des énergies renouvelables. Par contre, cela éviterait de dégrader le cadre de vie de ce quartier et d'envisager, à l'instar de ce que vous écrivez pour tous les autres quartiers, de renforcer la végétalisation, et cet espace gare en a bien besoin. Donc pour toutes ces raisons, j'aimerais que l'on enlève le parking de la gare qui a été rajouté donc, sur le zonage. Alors d'autre part, ce dispositif, s'il a le mérite de permettre de recenser les zones possibles d'implantation d'énergie renouvelable, a pour objectif aussi de réduire les délais d'instruction des dossiers. Les communes ou intercommunalités qui sont responsables des permis devront faire preuve d'une plus grande vigilance dans un délai plus court sur l'impact et le bien fondé des demandes des porteurs de projets. Ce qui se pose une formation quand même plus spécifique du personnel sur ces questions pour réellement évaluer la pertinence des demandes, que ce soit en termes d'implantation, de capacité de production, etc., et d'accompagner au mieux les demandeurs. Donc, est-ce qu'une telle formation est prévue à Borel pour les techniciens qui sont en charge de l'étude des permis et de l'aménagement? Merci. D'autres interventions? Jean-Claude?
je vais reparler du parking de la gare, on vient de le faire. Je voyais sur le ce qui est affiché, je voyais réglementaire, salle utilité publique, zone d'interdiction de travaux par la loi, périmètre de protection des monuments historiques. Et après, je vois environnement, périmètre de cartage. C'est quel périmètre de cartage? C'est pour les eaux pluviales? Mais non, périmètre de captage d'eau potable. Oui, mais c'est lesquels périmètres? C'est la totalité des périmètres, c'est une partie des périmètres, c'est le périmètre C'est le restreint. périmètre total du captage. Donc, je pense qu'il faut le préciser. Ça, c'est réglementaire. Hein. Non, mais ce qui est réglementaire, c'est pas. C'est pas la commune qui décide ça, c'est réglementaire. C'est pas la table, je sais très bien, c'est le périmètre restreint, il doit venir rapprocher. Oui, et ça, ces interdictions sont fixées par la loi. C'est pas dire. Alors, certaines interdictions, pour dire dans les périmètres de captage, c'est possible, non? Non. Ah, ça. Je préfère On dit non. simplement environ périmètre de captage, je dirais l'ensemble des périmètres de captage de l'eau potable, c'est tout. De toute façon, ils sont dans le périmètre du parc de Chartreuse, après c'est correct. Non, mais parce qu'ils sont dans le périmètre de Chartreuse, on ne précise pas. Donc, par contre, je rajouterais aussi, c'est que je vois quand je parle de servitude, que je rajouterais bien, dans les zones inondables, zone de périmètre dans le cadre des zones inondables, est-ce qu'on l'autorise ou pas? Est-ce que nous, communes, on autorisera l'installation éventuellement de ceci et de cela dans les périmètres de zone inondable? Dans la cartographie de mémoire, il n'y a pas de zone inondable sur laquelle est prévue l'implantation. Donc, il y a aussi sur des toits, on n'est pas forcément hors zone inondable, mais sur des terrains, c'est tout hors zone inondable, dans la cartographie. Ok. Donc, j'ai tout précisé autour. Oui, alors, moi, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas repris les annexes, croyant qu'on s'était arrêté à la proposition de travail que nous avons menée ensemble sur ce sujet. Je viens donc de découvrir effectivement la couverture du parking de la gare. Je suis très surprise. Je n'ai peut-être pas fait attention à ce qui a été dit. Qu'en est-il du stabilisé qui devait être normalement retenu lors de cette réunion, de cette rencontre de travail? Il est retenu ou pas? Non plus? Stabilisé, il est retenu pour oui. L'eau chaude. D'accord. Oui. Bon. Et donc, moi, j'adhère tout à fait à ce que dit Fabienne, à savoir que je suis très étonnée que dans ce quartier où on a déjà pas mal urbanisé, que ces gens-là soient sur leur balcon face à toutes ces ombrières qui vont dominer. Et je pense que c'est regrettable pour le quartier de la gare. Après, je rappelle qu'il y en a ici autour de la table qui ont dit qu'il fallait mettre des panneaux solaires au chaud sur tout le secteur autour de la chaufferie, hein, qui est à peu près la même chose par rapport aux études de la gare. C'est pas le même terrain. Arrête. C'est moi qui ai proposé le terrain du terrain et suite à la chaufferie, il n'a rien à voir avec le parking de la gare. C'est quand même à 30 mètres des immeubles de la gare, ou à 20 mètres. Moi, je n'ai pas de religion là-dessus. Franchement, je suis étonné de cette réponse. Franchement. Je ne sais pas citer ton nom, je ne me souvenais même pas que c'était toi. C'est moi qui l'ai proposé. C'est très bien. Mais je vois pareil, puisque tu as proposé ça, on est dans le même secteur, à la même distance des immeubles. Alors, de dire qu'on leur met pas sur le parking de la gare, moi je crois. C'était des propositions qui nous sont ressorties de la concertation. Ah bon? Ah oui, on n'a pas inventé comme ça, tout d'un coup, on dit la gare. Alors, je précise parce que j'ai bien lu tout ce qui a été écrit lors de la concertation. Il y a eu plein de questions sur plein de lieux, comme je l'ai mentionné. Et le seul qui a été rajouté, c'est celui-là. Tous les autres ont eu des excuses, et notamment milieu urbain. Personnellement, je pense que le milieu urbain, quand il y a beaucoup d'habitations, c'est pas un lieu propice pour mettre des ombrières. C'est tout, c'est un point de vue. Maintenant, si vous n'avez pas envie de l'enlever, vous ne l'enlevez pas. Voilà, mais je pense que c'est dommageable pour le cadre de vie. C'est tout. Tout à fait d'accord. Adjérant, je n'ai pas l'état d'âme là-dessus. Après, la question des ombrières sur les
les parkings, notamment en abord de gare, c'est un vrai sujet, puisque notamment sur la politique qui est portée par le SMAC, dans le cadre des concertations qui ont lieu actuellement sur les communes de Goncelin, de Brignoux, on a la question de l'aménagement de ces pôles d'échange multimodaux. Et sur ces pôles d'échange multimodaux, l'obligation légale est de mettre des panneaux photovoltaïques. Donc, il y a effectivement cet équilibre à trouver, et quand effectivement, une gare, elle est très souvent en milieu urbain. Voilà. Donc, le fait de l'inscrire, ça ne veut pas dire que ce sera fait, et le fait de ne pas les inscrire, c'est effectivement la capacité de proposer sur des parkings qui existent, de leur donner une vocation d'énergie renouvelable. Voilà. Excusez-moi, Madame Gérin, est-ce que vous savez combien de mètres carrés potentiels sur la gare il peut y avoir? 2000 mètres carrés de panneaux, parce qu'il y a 4000 mètres à peu près de surface, macadamé, hein, donc il faut enlever tous les arbres qui ont été plantés déjà, à peu près 2000 mètres. Combien est-ce que monsieur, sur le marché U, qui devait mettre des panneaux solaires, il a une surface de combien là-haut? 4000 mètres carrés. Donc peut-être qu'il est plus intéressant. Oui. Voilà. Donc il faut être relatif par rapport à tout. Le cadre de vie, c'est important. C'est tout. On est en milieu urbain. Il y a des gares qui ne sont pas du tout en milieu urbain. Non, il y a des gares qui n'ont pas d'habitation devant. C'est pas vrai. Donc, comme vous dites, c'est un équilibre. Donc, on peut avoir le choix. On peut avoir le choix. Et sincèrement, ça ne va pas du tout mettre en péril la production énergétique solaire. Bon, non, mais moi, alors là, qu'on soit clair, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Moi, je veux dire, si tout le monde vote qu'on l'enlève, enfin, qu'on ne le mette pas, ça ne me gêne pas. J'ai pas d'état d'âme. Moi, je veux dire, on peut voter là-dessus, chacun vote en son âme et conscience, et puis on met ou on met pas en fonction du vote. Hein, donc, messieurs, dames, sur le fait qu'on mette sur le plan des panneaux photovoltaïques sur le parking de la gare, qui est pour qu'on laisse en état les panneaux photovoltaïques sur la gare au niveau du. Donc, à votre âme et conscience, moi, je n'ai pas le. Hein, mais non, mais c'est-à-dire, voter en votre âme et conscience. Personne ne sera invectivé dans ce sens ou dans un autre. Ça a changé, ça. Quoi? Ça a changé. Quand on est dans la raison. Mais pour moi, c'est pas un enjeu. C'est pas un enjeu. Je ne me bats pas sur tout et n'importe quoi, comme certains ici. Non, mais après, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste un doigt. 9. Bon, on l'enlève. Ah ouais, je ne sais pas, il y a des abstentions. Une. Ah, ça fait alors. Putain, alors. C'est votre avis personnel là. La communauté d'un service de pas Jacques Ensemble et conscience. Alors, est-ce que reprenons 9 pour. Combien de votants? On a dit combien d'abstentions? 3? 2? 3. Et combien de votants? On fait la déduction. Hein. Et pour les contre, 2 voix. Ah, mais ça, il compte. Non, là, vous êtes 6, alors ça, il y a un problème. Moi, j'ai deux abstentions. ça fait des fous. Oui, mais tu sais pas ce qu'il pense. Et moi aussi, là, ce qui passe sur une question qu'on m'a posée. Ouais, c'est ça.
Moi aussi, j'ai fait l'apéro aussi là-dessus. Je savais que c'est vraiment bien en fait. Allez. Les comptes. Allez. Les comptes, moi j'en ai une. 5 et 2, 7. 8. Si je vois que ça fait Mais il y en avait ils sont bien contre ce qu'on a fait. c'est absolu. Bon, ça fait 9 à 9, je dois voir que non, mais attendez. Baissons la pression, on n'est pas sur un enjeu de dire c'est la majorité ou l'opposition, chacun. C'est sur beau. ce sujet. On On met pas. 9 et 9. Allez, on va pas se battre là-dessus. Messieurs, là. C'est le comptage est bon. Allez. Donc on en revient au sujet du dossier présenté. Allez. Les arguments sont en fait. Allez. Messieurs, là, donc maintenant on revient à la délibération. Moi, l'amendement d'achat. Est-ce que qui est pour, qui est contre, pardon, qui s'abstient? Ah, ben, Pardon. Avant, elle avait dit que ça obtenait. ah, ben, allez, c'est pas grave. C'est plus une question de principe, c'est pas sur l'histoire du parc. Allez, c'est parti. Angélique Calogé, Cinéma Le Cap, tarification. Bonsoir à tous. Donc, je propose au Conseil municipal l'application d'une nouvelle tarification à partir du 1er février 2025. Sachant qu'il y a de mémoire 4 tarifs qui changent, les soirées spéciales, le tarif normal qui passe à 7 € et les abonnements de 5 places qui passent à 27,50 et les abonnements de 10 places qui passent à 55 €. Après avis favorable de la Commission Culture, Animation, Sport, Association et Relations Internationales du 21 novembre, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à approuver les nouveaux tarifs du cinéma. Et ils ont aussi été vus en régie du CAP. Bien, des commentaires sur les. Oui, ça met ça. Là, je ne serais pas d'accord. Bah, elle ne va pas nous dire que c'est plutôt intéressant. Moi, je suis droit dans mes bottes. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Il y a des désaccords que j'assume aussi totalement. Donc, baisse du pouvoir d'achat, inflation, ces mots, nous les entendons beaucoup. Si la commune n'a pas d'influence sur le prix des denrées alimentaires, du gaz, de l'électricité, des loyers, elle a par contre la main sur les tarifs des équipements municipaux. Sans remettre en cause le fait que la commune doit prendre en compte la hausse de ses coûts de fonctionnement et qu'il est légitime qu'elle réévalue régulièrement des tarifs, elle doit aussi se poser la question des objectifs de la politique qu'elle veut mener, de la pertinence ou non du montant des réévaluations tarifaires, des impacts de celles-ci. Quel que soit l'échelon de découpage administratif, trop souvent c'est le secteur de la culture qui paye le prix des réductions budgétaires. Vous pouvez dire que la culture ne nourrit pas son homme, mais nous considérons qu'au contraire, la culture nourrit l'homme. Cinéma, théâtre, musique, spectacle vivant, danse, expositions d'art plastique et autres sont des temps de partage, d'échange, de rencontre, d'apprentissage, de réflexion, d'émotion. Ils sont un élément indispensable de ce qui nous permet de faire société. Nous avons la chance d'avoir un cinéma municipal qui, à travers une programmation variée, permet de se retrouver avec d'autres pour se divertir, mais aussi apprendre et réfléchir sur d'autres réalités. Le cinéma en salle fait face à de la concurrence des plateformes qui permet de voir des films sans sortir de chez soi.
Donc face à cette réalité, le prix d'entrée a un impact sur la fréquentation, mais surtout sur la régularité de la fréquentation. Certes, les tarifs actuels n'ont pas bougé depuis 2021, mais est-ce une raison pour cette augmentation qui mène le ticket individuel à 7 €, l'abonnement à 55 €, soit une hausse respective de 7,7% et 10%, alors qu'en 2024, l'inflation est de 2,5%. Cela fait d'un coup un fort rattrapage. D'autre part, le but des abonnements est d'encourager la fréquentation. Si on fait un abonnement à 5 tickets, il est logique que celui à 10 soit moins cher. Autrement, il suffit d'acheter 2 fois un ticket de 5. Si on voulait encourager la régularité de la fréquentation, il faudrait que l'abonnement à 10 places se différencie vraiment. La vie du cinéma dépend de sa fréquentation et dans la politique plus globale, pour augmenter le nombre de spectateurs, le tarif est un des éléments. Dans la conjoncture économique globale, cette hausse conséquente ne nous paraît pas opportune et même contre-productive quant à l'objectif de valorisation de notre cinéma. C'est un peu pousser le bouchon de dire la culture, on s'en occupe pas, c'est lamentable. Je rappelle que simplement, on a voté une augmentation du tarif sur l'occupation du domaine public. On a augmenté tous les tarifs de 5%. Sur 13 tarifs du cinéma, il n'y en a que 4 qui changent. Il y en a 9 qui ne bougent pas. Donc on ne peut pas dire la culture, non. Quand 9 tarifs sur 13 ne bougent pas, on ne peut pas dire on peut encore tirer sur la culture, alors que quand on fait le domaine public, c'est tous les tarifs qui augmentent, quand on fait d'autres services, la restauration scolaire, c'est tout le monde qui augmente. Je ne peux pas entendre ça. Je rappelle que quand même le cinéma, c'est 180 000 € à peu près de déficit, c'est pas rien dans le budget de la commune. Hein. C'est quand même, il faut être vigilant. Je rappelle que le financement du budget, c'est quoi? C'est d'un côté l'impôt, de l'autre côté l'usager. Et que le débat, il est entre quel équilibre entre l'un et l'autre. L'impôt, celui qui paye l'impôt, il n'a pas le choix. On dit, mon petit, tu as une baraque, un appart, je ne sais pas quoi, le tarif c'est tant. Quel que soit son niveau d'usage ou de non-usage des services. Je rappelle que l'ensemble du produit des services, c'est un peu plus d'1 million d'euros sur un budget de 15. Ça veut dire que globalement, l'usager, il contribue faiblement. Et que l'impôt, c'est l'impôt foncier bâti, c'est 6 millions, plus les exonérations, on va faire 7 millions, les compensations d'État, plus que nous donne le pays voisin, attribution de compensation, l'essai qui sont aussi de l'impôt qui est prélevé par le pays voisin, tout ça, ça fait quand même une somme conséquente. Donc je veux dire, j'entends que tout le monde, les salaires vont pas aussi vite que ça, que les retraites ne vont pas aussi vite que ça. Sauf que les retraités, il y en a un certain nombre qui payent le foncier bâti. Et que, je rappelle que le taux du foncier bâti, même si les bas sont actualisés de l'inflation tous les ans par le cadre, le taux du foncier bâti n'a pas bougé depuis 2014, depuis qu'il y a un MDC, qu'on a transféré des transferts au pays voisin, ce qui n'a pas été le cas, je rappelle, de toutes les communes. Donc voilà, à un moment, il y a des débats, et on ne peut pas, à un moment, dire à l'usager, faites un petit effort, les contribuables en font important, hein, parce que quand on regarde le prix de revient de la place du cinéma, enfin, le prix, quand on met toutes les dépenses du cinéma, quand ils disent par, je sais pas, on va finir à peut-être 26, 27 ou 28 000 spectateurs à la fin de l'année, eh bien, c'est plus du double de ce que les gens payent. Donc il y a un moment, il y a un équilibre à trouver. C'est un choix. Les tarifs qui augmentent, je suis bien d'accord, il y a beaucoup de tarifs qui augmentent. Les tarifs qui augmentent, ce sont les tarifs qui concernent les adultes, qui sont majoritairement des spectateurs du cinéma. C'est pas, voilà, ça c'est aussi une réalité, ce sont les adultes qui payent ces tarifs-là, qui vont majoritairement au cinéma. Et après, c'est un choix dans les dépenses globales de la commune. Je suis tout à fait d'accord, il y a des équilibres à trouver, mais après, ce sont des choix. Ce sont des choix aussi dans les dépenses globales de fonctionnement de la commune. Donc personnellement, moi j'estime que subventionner un cinéma, ce n'est pas une perte financière.
C'est un coût, c'est pas une perte, c'est un coût. Les minima sociaux, je rappelle, le tarif des minima sociaux n'a pas bougé. Ça veut dire qu'on fait un effort en faveur des personnes qui ont les plus faibles revenus de la commune. Il y a aussi des gens qui ont des revenus et qui peuvent assumer une augmentation modique malgré tout. Alors en pourcentage, oui, ça fait 5%, mais 50 centimes de plus, c'est quand même pas la mer à boire sur un ticket de cinéma. Voilà. Je tiens à rajouter que la dernière fois qu'on a augmenté en 2021, on n'avait pas augmenté les abonnements. Donc les abonnements, je pense que la dernière augmentation, elle doit dater de 2018 ou un peu, même avant, je pense. Donc il y a très longtemps sur les abonnements, on n'avait rien touché. Il y a deux interventions à tirer. Oui, ben, effectivement, on focalise aujourd'hui sur le cinéma. Je viens de regarder quand même les tarifs. Je me suis dit, tiens, je vais quand même vérifier ce qui se passe ailleurs. 15,50 € l'entrée du tarif cinéma du pâté. Je pense qu'au cinéma. Mais, oui, mais c'est une offre de cinéma sur une commune. Voilà. Donc entre 15,50 € et même nous, un tarif à 6,50 € normal, on est nettement. Voilà. Et 7,50 €, c'est quand même 7 €, c'est quand même la moitié. Que vous avez évoqué un certain nombre de dispositifs et d'actions culturelles. Ces actions culturelles, elles sont portées aussi par la commune. On va avoir en fin d'année des spectacles qui vont être proposés par l'association rappelle-moi le nom, Attrape-Cœur, voilà, j'allais dire Attrape-Cœur, qui va proposer des spectacles à destination des plus jeunes gratuitement sur toute la période scolaire avec un soutien de la commune en dehors de la mise à disposition de l'arrosoir. Vous l'avez bien dit, on a des charges de fonctionnement qui augmentent sur le cinéma, l'effort de participation qui est demandé aux futurs spectateurs, je pense qu'ils lui en font. Moi, je suis ravie qu'on ait dépassé l'objectif qu'on s'était fixé de 25 000 spectateurs. On l'a fait en fanfare, parce que je pense que c'est le film en fanfare qui l'a permis. Il reste encore Hollywood, il reste tous Noël. Donc, on voit bien que notre cinéma est un cinéma qui a une programmation de qualité, qui a une programmation qui convient. Et puis, en fait, voilà. Et c'est, comme M. le maire l'a indiqué, le poids qu'on doit donner entre l'usager et la collectivité. À un moment donné, on peut demander à l'usager un petit peu plus d'efforts. Ça ne paraît pas rédhibitoire que de passer notre abonnement à 5 € la place, que ce soit, et le fait de le modifier effectivement à 5,50 € et le fait de le modifier sur 5 et 10 places, c'est quand même important. Jean-Claude Canossi. Oui, simplement pour rappeler que l'année dernière, Micro, Jean-Claude. Il me semble que l'année dernière, on avait parlé publicité. On a tout abandonné là. Non. Tu as vu cette publicité, on a fait payer combien, qu'est-ce que ça rapporte Pour l'instant, ça n'a pas donné lieu à des contrats publicitaires. Ça ne rapporte rien parce que personne n'a demandé. Ah non, d'accord. On a une délibération qui est toujours existante, mais comme personne n'a demandé à faire de la pub, ça nous rapporte 0. Ça nous coûte 0, mais ça nous rapporte 0. Auprès de gens potentiellement qui pourraient payer ça, et dire on ne va pas faire de la pub spécifique auprès des commerçants de Lorraine, je ne sais pas quoi, on essaye de faire auprès de gens qui ont des budgets publicitaires potentiels. Bon, après, à ce jour, ça n'a pas encore tenté le coup. Ça reste une porte ouverte. D'autres interventions. Je vous propose de passer au vote. Il y a des oppositions. Une. Abstention. Ah, petite différence.
Allez, adopté. La parole est à Anne Gérin concernant la convention d'objectifs et de moyens relatifs à la mise en valeur des sentiers de randonnée pédestre de la commune de Voreppe. Alors, je rappelle que on vous propose, à travers cette délibération, la mise en place d'une convention d'objectifs et de moyens relative à la mise en valeur des sentiers de randonnée pédestre de la commune de Voreppe entre la commune et l'association Corefa sur sa section sentier. Cette convention a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles la ville apporte son soutien aux actions d'entretien et de valorisation qui sont menées par l'association. La convention prendra effet pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025. Elle a été débattue à la commission culture, animation, sport, association et relations internationales du 21 novembre. Et il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette nouvelle convention. En fait, nous avions une convention avec l'association Corefa. Cette convention décrivait effectivement les actions qui sont portées de façon importante et efficace et très efficace par Corefa sur nos sentiers. Pour autant, elle ne mettait pas les moyens, et notamment les moyens financiers de la commune à destination de Corefa. Donc ça nous a permis de retravailler. On a fixé le montant à 1 000 € après des échanges avec la présidente, le trésorier, mais aussi la section sentier. Et donc cette somme couvrira tous les frais d'entretien courant qui sont engagés par l'association en dehors des projets exceptionnels qui pourront faire l'objet d'une inscription budgétaire spécifique en concertation avec la commune. Juste vous donner une information que peut-être vous n'avez pas eue. L'association Corefa a été malheureusement victime d'un cambriolage en début du mois de décembre. Ce cambriolage a conduit à l'effraction de leur local et l'ensemble de leur matériel, notamment débroussailleuses, tronçonneuses, etc., ont été volés. Ils se trouvent effectivement aujourd'hui sans matériel. On va les accompagner. Bon, là, c'est un peu juste sur cette année. Mais je profite de ce conseil municipal pour aussi peut-être sensibiliser les habitants de Voreppe qui auraient à disposition du matériel dont ils n'ont pas l'usage pour pouvoir faire un don auprès de l'association, puisqu'en fait, voilà, il ne leur reste vraiment pas grand-chose. Et bon, alors aujourd'hui, ils interviennent moins parce qu'on est en hiver, mais il faut qu'ils puissent, dès le printemps, pouvoir travailler dans des conditions sereines. Donc, au-delà de dons, du soutien de la commune ou de l'intercommunalité ou d'autres organismes, si des personnes, des structures ou des entreprises étaient en capacité d'accompagner l'association Corefa, je pense que tout le monde en serait reconnaissant, à la fois l'association, mais aussi tous ceux qui pratiquent nos sentiers. Y a-t-il des interventions, Jean-Claude Pélansky? Oui, on a parlé de convention. La convention est jointe à la délibération. Oui. Ok. En reste maintenant, on parle bien des travaux, des frais d'entretien sur les sentiers. Ces frais d'entretien, c'est ce que, si je me souviens bien, la responsabilité civile et assurance couvre simplement leurs travaux qu'ils font sur les sentiers. Et c'est la commune, la responsabilité civile, c'est la totalité. Il travaille pour c'est le pays Voironnais, c'est par délégation qu'ils ont une convention avec le pays Voironnais pour l'entretien. Nous, on vient en complément, je rappelle que le pays Voironnais verse de mémoire 4 000 € par an à Corefa, puisque la compétence du BIPR, c'est le pays Voironnais qui a mais qui a appelé la responsabilité civile sur les sentiers. Donc, PDIPR, ceux qui ne sont pas PDIPR. Qui a la responsabilité civile? Eux, ils ont l'entretien sur les travaux, pas sur les travaux d'entretien.
pas sur la totalité des sentiers. Il y a deux types de sentiers. Il y a les sentiers qui sont PDIPR et les sentiers hors PDIPR. Voilà, donc nous, la convention qui nous lie avec Corefa, c'est sur la partie non PDIPR. Voilà. Lorsqu'ils interviennent, ils sont couverts par leur responsabilité civile. Après, ce sont des chemins communaux. Donc, tout à chacun, quand il va se promener sur des chemins au même titre qu'un chemin rural, une route, etc., il a sa propre responsabilité. Et nous, la commune, on intervient dès lors que, par exemple, dans le cadre de l'épisode qu'il y a eu du feu, on a de suite pris un arrêté pour éviter effectivement la fréquentation lorsqu'il y a des dangers. Voilà. Là, et je rappelle que dans le contrat d'assurance responsabilité civile de la commune, il est prévu que des bénévoles puissent assurer une mission de service public. Que ce soit pour les sentiers ou d'autres choses. Hein, je rappelle qu'il y a d'autres occasions, dans des manifestations où des bénévoles interviennent, ou même dans le soutien scolaire. Je rappelle que les parties, ce sont des bénévoles. Bon, il n'y a pas de danger sur le soutien scolaire, encore que les sentiers. Mais il est prévu dans nos assurances que des bénévoles puissent remplir la mission de service public. Je pense qu'il ne faut pas dire, Anne, que tous les sentiers sont publics. Il y a quand même une partie de sentiers qui appartiennent, qui appartiennent à des privés, mais avec une délégation du service public pour l'usage. Donc voilà, tout n'est pas public dans les sentiers, on est bien d'accord. On passe aussi chez des particuliers. Oui, mais l'accès est public parce qu'il y a une convention avec le propriétaire qui autorise. Non, tout n'est pas public. Et globalement, on a quand même essentiellement des sentiers qui sont... Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Nadine Benvenuto. C'est à la fin, Nadine Benvenuto sur les tarifs de l'accompagnement à la scolarité. Oui, merci Monsieur le maire. Je propose au Conseil municipal une modification des tarifs de l'accompagnement à la scolarité à compter du 1er janvier 2025. À savoir que ces tarifs n'avaient pas été modifiés depuis 2013. L'accompagnement à la scolarité est un dispositif destiné aux enfants des établissements de VOREP et aux jeunes VOREPins scolarisés dans un établissement secondaire hors VOREP en difficulté scolaire de la grande section de maternelle à la terminale. Tenant compte de l'inflation, il est proposé les tarifs suivants, donc une augmentation de 2,50% par enfant par trimestre. Donc pour les élèves de primaire et les collégiens, avec une séance par semaine, par trimestre, on passerait de 10 € à 10,25 €. Pour les tarifs de primaire et les collégiens par trimestre, avec deux matières, donc 2 séances par semaine, on passerait de 12 € à 12,30 €. Et pour les lycéens, par trimestre, pour une séance par semaine, 12 € à 12,30 € également. Également, pendant les vacances scolaires, les stages à tout réussi peuvent être proposés. Ils sont organisés par les intervenants de l'accompagnement à la scolarité et ou les prestataires extérieurs. L'objectif de ces derniers étant de réviser tout en s'amusant. La tarification a été fixée par une décision administrative du 4 juillet 2013, avec un plafond bas de 8 € par stage et sur la base d'une formule de calcul au quotient familial. Donc je vous laisse voir la formule. Donc il est proposé d'augmenter le tarif de ces stages et de passer à partir de 10 € au lieu de 8 € sur la base de la formule suivante, donc la même formule, pour 4 jours. Il est proposé d'augmenter le tarif des stages, oui, de ce que je viens de dire. Pour les quotients familiales, donc vous avez vous voyez le tableau sur le panneau. Après avis favorable de la Commission éducation périscolaire et jeunesse du 26 novembre 2024, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à approuver les nouveaux tarifs de l'accompagnement à la scolarité. Des commentaires? Guillaume. Avec les Damiens, on se réjouit que pour cette tarif-là, on puisse garder une courbe. Merci. Merci à la commission. Très bien. Allez. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. La parole, que je ne me trompe pas, oui, est à Jérôme Lucie pour le plat informatique dans les écoles.
Merci, monsieur le maire. Alors, j'expose au conseil municipal le plan informatique dans les écoles qui a été élaboré en lien avec les équipes enseignantes, la référente numérique de l'éducation nationale et les différents services ressources de la ville. En adéquation avec la stratégie du numérique pour l'éducation et le dispositif TNE lancé en 2020 par le secrétariat général pour l'investissement et le ministère de l'Éducation nationale et à l'appui des retours sur les outils numériques déjà déployés, il est proposé de déterminer un socle numérique qui sera installé au sein des différentes écoles de Voreppe. Le numérique constitue à ce jour un des outils essentiels au soutien de l'enseignement pédagogique scolaire. Le plan informatique dans les écoles se décline à deux niveaux. L'acquisition de nouveaux équipements dans le cadre du territoire numérique éducatif, TNE, et ensuite la reprise des câblages existants et la création d'un pré-câblage standardisé permettant de recevoir les équipements envisagés. Au titre des équipements, il est ainsi proposé pour les élémentaires, en sus des vidéoprojecteurs interactifs BPI déjà installés, le déploiement de classes mobiles, en lieu et place des salles informatiques actuelles. Cette proposition permettrait de répondre aux besoins de flexibilité identifiés et aux méthodologies de travail en sous-groupe. Pour les maternelles, l'introduction du numérique est envisagée avec mesure. Aussi, il est proposé d'installer des BPI propices à une utilisation collaborative et collective adaptée aux jeunes enfants. Pour l'unité localisée à l'inclusion scolarisée, les classes ULIS, l'acquisition de tablettes, la spécificité du dispositif requiert un outil plus individualisé favorisant l'entrée dans les apprentissages et la continuité pédagogique pour ces élèves à besoins particuliers. L'acquisition de ces nouveaux équipements était conditionnée par la possibilité de financement parallèle. La ville a donc fait le choix de s'inscrire dans l'appel à projet Territoire numérique éducatif, en travaillant une proposition avec les écoles sur les 4 piliers suivants. L'équipement matériel des écoles, les ressources apportées aux élèves et aux enseignants, la formation des professeurs, l'accompagnement des familles à la parentalité numérique. La candidature de la ville a été déposée et notre dossier a été retenu. La ville doit procéder conventionnement pour bénéficier de la subvention attribuée. Le département propose une convention de financement en annexe définissant et encadrant le périmètre et les modalités de versement de celle-ci. Par ailleurs, pour permettre le déploiement de ces équipements, il est indispensable de procéder à la reprise du câblage existant, courant faible ou courant fort, et à la création de nouveaux réseaux pour un usage optimum. Le coût de l'opération est estimé à 490 000 € TTC, répartis comme suit. 270 000 € pour les travaux d'équipement et 220 000 € pour les travaux de câblage maîtrise d'œuvre inclus. Le montant de la subvention d'équipement et de ressources allouées par le département est de 123 000 et des brouettes, déterminé sur la base des éléments de la candidature. 84, après l'avis favorable de la commission éducation périscolaire et jeunesse du 26 novembre 2024, il est proposé donc au conseil municipal de valider l'enveloppe financière de l'opération, d'inscrire les sommes nécessaires à la réalisation du projet au budget de la commune, conformément au plan pluriannuel d'investissement, d'autoriser monsieur le maire à engager l'opération, d'autoriser toujours monsieur le maire à signer la convention avec le département dans le cadre de l'octroi de la subvention, toujours d'autoriser monsieur le maire, ou son représentant en signant les actes et faire tout ce qu'il faut pour la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Je pense qu'on peut se féliciter de ce bon programme qui va permettre à nos écoles de maternelle comme élémentaire de trouver des outils informatiques à jour, dernier modèle, avec en plus, même si ce n'est pas visible, des câblages qui vont permettre d'être à l'ère du numérique rapide. Et puis, bon, encore remercier le département, parce que ça fait 123 000, ça fait quand même un taux de subvention relativement élevé et ça aide bien. Merci. Après des investissements conséquents en millions d'euros, votés ou engagés par la municipalité au cours des dernières années, on ne peut que se réjouir de voir un plan concernant les écoles des 4 groupes scolaires aussi mis à l'ordre du jour et lancé.
Le montant total de presque 500 000 euros sera divisé selon les besoins des canaux pour renouveler l'infrastructure réseau et le parc informatique, celui des professeurs et des classes mobiles. Enfin, si on est d'accord, il y a bien aussi une petite enveloppe pour renouveler le matériel des enseignants. Ils ont bien besoin. Deux points de vigilance sont tout de même à signaler. D'une part, l'attention apportée à la maintenabilité du parc fourni et sa compatibilité avec le système informatique de la mairie, en particulier le système d'exploitation, sa mise à jour et la gestion à distance du parc, donc la solution MDM. On rappellera que l'utilisation de logiciels libres est un réflexe à privilégier car il permet l'autonomie technique avec en général un coût mieux maîtrisé. Nous saluons l'ouverture des élus à une revue du cahier des charges avec les membres de la commission EPJ. Ce sera l'occasion de travailler ensemble sur ces aspects. D'autre part, nous sommes très inquiets face à la démarche annoncée en commission d'externalisation du contrat de maintenance associé. Il y a bien sûr des enjeux de disponibilité à assurer, mais nous sommes convaincus que ce support peut être internalisé avec le maintien de la compétence dans les services, une réactivité meilleure, une mutualisation et, last but not least, un coût mieux maîtrisé dans les années à venir. Il faut bien entendu s'en donner les moyens humains au sein du service informatique de la ville. Ce dernier point, il ne fait pas référence à la délibération. Ce dernier point ne fait pas référence à la délibération en elle-même. Nous espérons que le sujet pourra être mis au débat dans un prochain conseil municipal. Je pense que, alors quand tu dis que tu te réjouis parce que c'est le premier gros pas qu'on fait vers les cadres scolaires, c'est pas franchement vrai non plus, parce qu'on avait déjà fait ce gros pas en équipant, en étant les premiers sur le territoire à équiper toutes nos classes élémentaires, c'est-à-dire 32 classes de mémoire, en VPI. On était les premiers sur le territoire du Pays Voironnais. VPI, bon, c'est un plan interactif. Donc voilà, donc c'est une suite logique à l'amélioration des usages informatiques dans les écoles. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre dire qu'on a une commission qui travaille bien, parce que je pense que c'est une bonne commission qui travaille bien, avec une présidence qui ouvre les débats. C'est personnel là. Merci. Juste après, pour les organisation, internalisation, moi je pense qu'il n'y a pas de religion a priori là-dessus, il faut qu'on réfléchisse au système le plus efficace. Parce que même l'internalisation, les enseignants, je les entends dire des fois, le service informatique, il va arriver, donc je veux dire, bon, moi j'ai pas d'a priori, j'ai pas de religion là-dessus, je pense qu'il faut regarder les choses clairement, objectivement, parce que même dans les services très intégrés, très patron, je ne crois pas que des gens qui sont heureux, qui ne se plaignent pas. Donc il faut peut-être un peu des deux, à un moment, je ne sais pas, mais en tout cas, faut bien regarder la chose. Parce que tout internaliser, c'est aussi. Il y a des limites. Notamment sur des trucs parfois très pointus, on a quand même globalement des généralistes. On ne peut pas se payer des hyper spécialistes de je ne sais pas quoi. Voilà. Bon. Je ne sais pas. Moi, je voulais aussi remercier le travail qui a été fait sous la houlette de Jérôme avec l'ensemble des groupes scolaires, pouvoir passer les demandes et les réponses à cet appel à projet au niveau départemental. Je peux vous dire que les montants qui sont consacrés aujourd'hui par Boref par rapport à d'autres communes sont très en dessus de ce qui se pratique par ailleurs. Et donc je pense qu'on ne peut que se réjouir de ce... On a un beau taux de subventionnement, mais je pense que les efforts, ils ont vraiment été... Ils sont faits pour l'ensemble des enfants de Boref, et c'est très bien. Allez, Jean-Claude. En termes de subvention, dans quel département ça s'affiche là? Oui. Enfin, le département aujourd'hui, il verse 70% sur une partie et 50% de 5 000 et 70% sur 172 000. Donc en fait, sachant qu'on peut être subventionné qu'à 80%,
Je pense que de ce côté-là, on a fait on n'est pas loin des maxi. Je rejoins aussi l'interrogation des collègues, c'est qu'au niveau de la maintenance, au niveau des explications, au niveau de dire quelle personne contacter pour savoir marche ou marche pas. Je crois qu'il va falloir être très très attentif pour que ça fonctionne globalement dans un bon sens. Externaliser tout en termes de masse, je trouve que c'est une erreur, tout externaliser. Faut absolument, sur des affaires comme celle-là, avoir quelqu'un de compétent ou aller chercher la compétence pour avoir justement un service qui dure, un service compétent. Là, il sera toujours l'augmentation des frais personnels proposée par Jean-Claude Cadoci. De quoi? Je note une augmentation des frais personnels proposée par Jean-Claude Cadoci. Ah ouais, tout à fait. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Que c'est bien. Bien, allez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Ah, pardon. Il y a une abstention. Et de Fabien. On peut savoir les motivations? C'est cette question que, justement, là, par rapport à l'externalisation. Ouais, d'accord. Le projet, ça doit être réfléchi global, tenant un aboutissant. Voilà, là, on a la partie travaux, c'est très bien, mais le projet n'est pas. On a la grosse partie travaux et on a la petite finalité qu'on n'a pas encore l'élément. Non, parce qu'après, on paye des coûts annuels. Ça a été quand même un gros morceau quand même à travailler. C'est les travaux qu'on a fait début 2025. Il y a une première tranche et tout le câblage. On va devoir tout recabler, ça rappelle aller mettre du matos. Voilà, quand le câblage est fait, on passe à la partie matérielle. À Deauville, il y avait des câblages. On repart de l'origine. C'est pour ça que ça coûte relativement cher. On va pas faire de belles, j'espère. Non, de Belle, ça sera intégré dans le projet de Belle. Oui, oui, sur l'école maternelle, c'est déjà fait. L'école maternelle, c'est déjà fait. Bien, allez, la parole à David Benvenuto pour les adaptations du règlement du service Petite Enfance. Je propose au Conseil municipal l'adoption du nouveau règlement de fonctionnement de la crèche. Cette mise à jour est en lien avec la simplification des modes de paiement de la crèche ainsi que la gestion des impayés et de leur recouvrement. Le règlement a été modifié, c'est celui qui est page 16, paragraphe 5-6, concernant les modalités de paiement. Donc on supprime la mention CESU, chèque emploi service, CESU matérialisé. On ajoute que nous n'acceptons plus les CESU papier. On ajoute que le Trésor public pourra prélever les impayés. On ajoute concernant le partage des données personnelles ainsi que l'aide qui peut être apportée aux familles. Après avis favorable de la Commission des solidarités et de la petite enfance du 26 novembre 2024, il est demandé du Conseil municipal d'autoriser le maire à signer le nouveau règlement de fonctionnement de la crèche. Bien. Pas de commentaires, je vous propose d'approuver. Ah, pardon. Très limite. On a eu le retour par Damien qu'il y avait des réflexions sur les modalités d'attribution de critères pour l'attribution de personnes crèche. Il n'y a pas de délit par rapport à ça. Non, c'est interne. Des oppositions, des abstentions adoptées. Dernière délibération qui a été rajoutée un peu dernièrement, mais on va expliquer pourquoi. Donc la parole est à Anne Gérard, soutenue par Jean-Claude Delesse. Oui, effectivement. C'est une délibération qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas pu présenter en Casari et on n'en a pas parlé, donc s'il y a besoin d'en discuter, on en discutera ici. Il est proposé effectivement d'accompagner le Pays Voironnais volé dans l'organisation de leur manifestation qui va avoir lieu le 14 décembre. Traditionnellement, ils font une grande journée qu'ils appellent Solidarité, puisqu'en fait,
ils ont tout un tas de manifestations et d'expositions, notamment de leur section volet assis, hein, et donc pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà. Le circuit interne a fait qu'on avait raté cette demande, donc il est proposé de leur attribuer une somme de 570 € dans le cadre de cette manifestation. Jean-Claude veut rajouter quelque chose. Voilà. Il est demandé d'autoriser M. le maire à attribuer cette subvention. Oui, rapidement, donc c'est la 4e édition donc, de cette journée volée solidarité qui va se dérouler au gymnase de Saint-Jean-de-Moiran donc ce samedi. Donc pour vous donner un petit peu l'idée, ceux qui n'y sont jamais allés, donc sur le menu sportif de samedi, donc de 9h30 à 11h30 c'est volley en famille, baby volley et soft volley. De 11h30 à 12h30 c'est du volley sur chaise accessible aux seniors. De 13h à 15h c'est un tournoi de volley assis. De 15h30 à 17h30 c'est ramène tes potes, donc entre potes avec la famille, tes voisins. Et de 18h30 à 20h, c'est un match de gala de volley assis contre une sélection régionale, donc le club local contre une sélection régionale. Pour rappel, il y a 2 ans, le club a été champion de France de volley assis et a participé au championnat d'Europe l'année dernière. Et dans l'équipe locale, il y a 2 joueurs qui sont en équipe de France paralympique et qui ont participé aux Jeux olympiques cet été. Côté solidarité, une partie des recettes de la journée sera reversée à l'association Pluri-N. Cette association soutient et accompagne les femmes et enfants victimes de violences conjugales et familiales. Et puis tous les ans, ils mettent également un petit sapin. Les personnes qui le souhaitent apportent un jouet neuf ou en bon état. Et cette collecte est ensuite donnée au secours populaire. Voilà pour le menu du club de volley ce samedi. Bien. Des commentaires? Je vous propose de passer au vote. Des oppositions, des abstentions adoptées. Il n'y a pas de questions. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Bon, alors d'abord une chose qui, bon voilà, c'est des choses qui ont été remontées de la part des personnes des écoles sur un projet qui est au niveau national d'espace sans fumeur devant les écoles en fait. Sans fumeur, voilà, un espace sans tabac. Donc c'est des projets qui sont menés avec la lutte contre les cancers, qui financent aussi. Donc voilà, donc peut-être ça pourrait être intéressant de réfléchir à ça un petit peu plus. Et aujourd'hui, c'est pas déjà interdit devant les portails? C'est l'alcool qui est interdit. C'est déjà pas mal. L'alcool, ça se voit moins. Donc, en tous les cas, voilà, ça c'est un point, ça peut être quelque chose à creuser, qui peut être intéressant, surtout qu'il y a eu des montées par rapport à ça. Et puis d'autre part, donc le 3 décembre, là, il y a eu la réunion sur Argentinho et une personne, lors de cette réunion, a demandé quelle suite serait donnée à tout ce qui a été dit. Et bon, il n'y a pas eu vraiment de réponse, donc est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une petite réponse un peu plus poussée? Ce soir, et quand est-ce qu'on a prévu une délibération? Ouais, on prévoit une délibération sur. Pas tout de suite. En début d'année, certainement qu'on refera un moment à copie pour tirer les conclusions de ces choses-là. Donc vous pouvez passer des fêtes sereines. Bon, merci en tout cas. Voilà, bonne fête à tous. Bonne soirée.